Bonsoir à tous et je tenais bien entendu à vous remercier pour la confiance qui a été placée en nous et pour avoir choisi de participer à ce cadre d'échange qui porte sur le risque opérationnel dans les institutions financières en lien avec la dimension enjeux et perspectives pour une meilleure maîtrise. Le présent webinaire, qui devrait durer 1h30 au plus, sera animé par Gibril Bayala. S'il vous plaît, mutez vos micros, s'il vous plaît. Il faut muter vos micros, s'il vous plaît. Je disais donc que le webinaire sera animé par M. Gibril Bayala. Il faut noter que M. Gibril Bayala, il a un CIA. Pour ceux qui sont en audit interne, ils savent de quoi il s'agit. Il a aussi un certificat en examen ou vérification ou contrôle de fraude, donc le CFA. Et il est un consultant senior en audit interne, gestion des risques et en contrôle interne. Il faut dire qu'il a une très riche expérience en matière de gouvernance, de contrôle interne et de management des risques dans la plupart des catégories d'entités, en particulier dans le secteur financier. Et il a réalisé plusieurs missions, qu'il s'agisse de missions de cartographie, donc globalement management des risques, intégrant la cartographie des risques, des missions de formalisation de procédures en matière d'audit interne. Il a aussi accompagné plusieurs entités dans la mise en place de départements audit interne et le renforcement des capacités des différents acteurs. Il n'aime pas qu'on soit très élogieux à son égard, mais nous tenons bien entendu à le remercier pour la disponibilité qu'il a marquée et sa disponibilité, une fois de plus, à accompagner, à partager ses expériences en lien avec une problématique aussi importante et cruciale qu'est le risque opérationnel dans les institutions financières. Le présent webinaire serait modéré par humblement moi-même. Je suis Bouraïma Sawadou, expert comptable. J'ai eu la chance, bien entendu, de conduire plusieurs missions de cartographie des risques, d'élaboration de manuels d'audit interne, de manuels de procédures administratives, comptables et financières. Et en tant qu'expert comptable, nous sommes intervenus plusieurs fois dans le secteur financier. Donc, pour ne pas être très long, à la base, M. Bayala aura 30 à 45 minutes pour présenter. Après la présentation, la parole serait donnée aux différents participants pour faire des compléments, pour poser des questions, afin que nous puissions tous sortir enrichis de ce cadre d'échange-là. Donc, une fois de plus, nous rappelons les principes de ce cadre d'échange. C'est que, premièrement, nous souhaiterions que chacun de nous puisse muter son micro. Deuxièmement, que nous puissions couper les caméras. Troisièmement, quand nous souhaiterions prendre la parole, que nous levions la main et nous allons donner la parole à tour de rôle pour qu'il y ait une meilleure articulation, meilleure organisation des différentes interventions afin que le présent webinaire nous soit tous bénéfique. Il faut dire que ce webinaire-là est le premier d'une longue série que nous ambitionnons lancer dans le cadre globalement du Café des Alliés et qui va se tenir chaque semaine. Donc, toutes les semaines, vous aurez un webinaire autour d'une problématique qui serait d'actualité et qui intéresserait les différents professionnels que nous sommes tous. Donc, sans transition, nous donnons la parole à M. Bayala pour la présentation. Nous vous remercions. M. Bayala, vous avez la Et donc, je vais juste allumer la caméra, juste pour que les uns et les autres puissent associer un peu euh, le nom, le visage au nom. Comme le disait l'expert, c'est Djibril Bayala. C'est un grand plaisir pour moi de présenter ce premier webinaire et je tiens encore à remercier l'équipe de Fidali pour cette noble initiative. J'ai l'impression que je ne sais pas si c'est de mon côté seulement, la connexion n'est pas aussi fiable que ça. Peut-être dans cette dynamique, je vais couper le micro, comment dirais-je, la caméra du moins, pour faciliter la communication. Et du coup, le principe de base, c'est que les uns et les autres puissent garder leur micro mute pour faciliter la compréhension. Parce que quand c'est une communication à distance et qu'il y a ce souci de communication permanent, souvent c'est un peu compliqué qu'on puisse se comprendre. Comme c'est un webinaire aussi, le temps est assez limité. Il serait intéressant également qu'on soit peut-être dans une dynamique non, de permettre aux uns et aux autres non, d'aller et de comprendre du moins cette communication-là. Comme un dernier test, je souhaiterais que quelqu'un me confirme qu'on m'entend parfaitement afin que je puisse réellement démarrer. Espère ou Justin, vous m'entendez parfaitement? Moi, je vous entends. Ok, merci. Moi aussi, je Formidable, vous entends formidable. bien.
Ok. C'est bon, on vous Donc, entend. je disais tantôt, ok, je disais tantôt, ah, ok. Je disais tantôt que c'était pas forcément une formation pour moi. J'appelle ça, comme le disait Esper, un webinaire, c'est-à-dire non, juste des rappels sur des bonnes pratiques, des rappels sur un certain nombre de choses liées au risque et ainsi de suite, afin que nous puissions un peu sortir enrichis. Et je l'appelle également aussi non, un partage parce qu'en matière de gestion des risques, il n'y a pas une position de connaissance parfaite. C'est une question de connaissance continue. M'excusez pour l'expression, c'est un peu itératif. Donc, à tout moment, il faut être au diapason des choses et continuer à apprendre des autres. Donc, cette communication, ne voyez pas ça comme étant un monsieur qui est assis devant son écran à l'autre côté, qui vient, comment dire, animer une formation sous forme de cours magistral. Et loin de là, c'est juste un partage. Ce qui est ici, c'est vraiment la synthèse d'un certain nombre d'éléments. OK. Donc, le plan de notre communication aujourd'hui se déroule comme suit. Le premier point n'est rien d'autre que la généralité sur les risques. On ne peut pas commencer à parler des risques opérationnels sans savoir ce que c'est que ces risques-là. Donc, on va un peu échanger sur ces éléments. Deuxièmement, on va parler un peu de l'évolution de ces risques opérationnels dans notre contexte et aussi sur le plan international également. Pourquoi ces risques ont commencé à avoir un regard particulier, que ce soit au niveau des régulateurs et aussi non, ces effets néfastes aussi non, sur l'activité des institutions du secteur financier. Comme le disait Esper, c'est spécifiquement au secteur financier que nous allons plus parler, à savoir les banques et les établissements de crédit et aussi dans le secteur de la microfinance, appelé communément les SFT. Il y a aussi les dispositifs de management des risques qui existent. Comment faire donc, pour pouvoir maîtriser en quelque sorte les risques. La notion de maîtrise même déjà peut faire l'option d'une communication à part entière lors d'un webinaire. Mais ici, nous allons voir un tant soit peu quels sont les éléments qui peuvent nous permettre non, de pouvoir maîtriser les risques, pour ne pas dire les principaux risques inhérents aux activités de notre institution. Et en dernier point, nous allons discuter un tant soit peu sur les meilleures pratiques possibles. Et là où encore j'ouvre la parenthèse, c'est une question de partage. Une question de partage, il n'y a pas une formule unique. Et nous allons en discuter pour pouvoir partager ensemble quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans ce contexte des risques que vous savez très bien au niveau de vos institutions respectives. Et je sais qu'il y a des financiers parmi nous ici qui connaissent exactement quelle est la montée en puissance de ces risques-là, que ce soit au niveau des microfinances ou des banques. Il y a une montée des risques qui sort un peu de l'ordinaire dans le contexte, surtout actuel du Burkina et sans oublier aussi sinon de la sous-région. Et du coup, qu'est-ce que le risque en quelque sorte? C'est la question qu'on se pose. Je disais tantôt, on ne va pas trop s'attarder sur ces éléments, mais néanmoins, il faut le connaître quand même. Et du coup, il y a plusieurs définitions qui existent, hein. Plusieurs auteurs ont apporté leurs définitions. Il y a plusieurs, comment dire, écrits sur la notion de risque et ainsi de suite. Mais ici, nous allons juste nous attarder sur quelques définitions et aussi sur les définitions un peu qui touchent à notre secteur d'activité. Et du coup, nous allons parler d'abord de ISO, que vous connaissez tous, qui est l'un des meilleurs référentiels en matière de management des risques, que je conseille peut-être ceux qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas, qui n'ont pas eu la chance de le parcourir plus en profondeur, de s'intéresser beaucoup à ça, parce que c'est un référentiel très simple à appliquer. Et si vous prenez votre temps de parcourir le référentiel, et il y a des ouvrages aussi non, illustratifs sur le référentiel, notamment comme des voies d'application qui vous permettront de mieux cerner ce référentiel à valeur ajoutée. Donc, ils ont dit quoi? Le risque n'est rien d'autre que l'effet de l'incertitude sur les objectifs. Donc, le risque n'est rien d'autre que l'effet d'incertitude non, sur les objectifs. Pour ISO, c'est ça. Mais par contre, pour COSO dit non, c'est la possibilité qu'un événement survienne et ait un impact défavorable sur la réalisation des objectifs. Et c'est ce que COSO nous donne comme définition. Et à l'IA, que vous connaissez tous ou pas, la majorité connaît, et l'IA dit que le risque est la possibilité que se produise un événement qui aura un impact sur la réalisation des objectifs. Le risque se mesure en termes de conséquences et de probabilités. Quand on lit ainsi
on voit qu'il y a un dénominateur commun qui n'est rien d'autre que l'objectif. Si vous ne fixez pas des objectifs, il n'y a pas de risque. Les risques sont liés à l'atteinte des objectifs. Et on fait tout pour que on puisse atteindre efficacement les objectifs. Donc, les risques sont liés à l'atteinte des objectifs parce que les risques sont des éléments qui peuvent nous empêcher d'atteindre ces objectifs. Et il y a aller encore plus loin en disant que ça se mesure à travers la conséquence de la probabilité que vous connaissez tous parce qu'on vous dit toujours dans toutes les formations, la même phrase revient. Le risque, c'est la probabilité multipliée par l'impact. Tout le monde connaît ça. Mais là où il y a le gros problème, c'est comment rendre ça opérationnel pour pouvoir mesurer le risque, pour pouvoir mesurer l'impact et la probabilité en elle-même et aboutir à un niveau de risque que vous pouvez dire, non, OK, pour l'institution A, le risque est élevé, pour l'institution B, le même risque est faible, et ainsi de suite. C'est là maintenant qui est comment dirais-je, l'enjeu pour les différentes institutions. Juste une petite ouverture à l'endroit de Justin. Et il y a des messages. Si tu lis les messages, tu vois que c'est un message que je dois répondre avant de continuer et tu peux m'interpeller. Parce que comme je projette déjà, je ne peux pas lire les messages au fur et à mesure. J'ai vu qu'il y a un message déjà dans le chat. Je continue. Mais c'est quoi dans le risque opérationnel? Bon, c'est là aussi les choses deviennent plus intéressantes. Parce que c'est la question du jour. C'est ce à quoi nous sommes intéressés aujourd'hui de notre communication. On dit le risque opérationnel est le risque lié aux facteurs humains, au système et aux procédures ou à d'autres facteurs extérieurs. Ça, c'est l'exit de management 2016 qui donne cette définition. Il y a des similitudes, vous allez voir, avec les autres définitions, notamment BAL2, qui est en quelque sorte la définition réglementaire pour le secteur bancaire et les établissements de crédit, qui dit que le risque opérationnel, c'est la perte résultant des carences ou des défaillances attribuables à des processus, des personnes, des systèmes internes ou à des événements externes. Et il précise encore aussi que cette définition exclut les risques, m'explique, mais inclut les risques juridiques, mais exclut les risques stratégiques et les risques de réputation. Je sais que quand on prend ces différentes définitions, notamment la définition de base 2, on se rend compte que, qui est en quelque sorte aussi la définition réglementaire pour le secteur bancaire, on se rend compte que la définition est très proche d'un certain nombre d'éléments qui ne sont rien d'autre que le premier élément, c'est la fraude. La fraude se trouve être un élément prépondérant dans sa définition. Il y a aussi non, les erreurs. Les erreurs, c'est quoi? Parce que la fraude est différente à une erreur. Parce que la fraude, il y a l'intention derrière. L'erreur n'est pas volontaire. On peut commettre une erreur. Baila peut vouloir saisir 10 millions, il va saisir 100 millions, mais ce n'est pas expressément fait. Mais si Baila saisit, comment dirais-je, 10 millions, au lieu de ces 10 millions, c'est 100 millions, et qui se rend compte que c'est 100 millions, mais il sait que les 100 millions ont bénéficié au cousin de Bayala, et qui ne dit rien après. Après, il est passé voir son cousin et partager le surplus. Là, maintenant, ça devient une fraude. Mais dès le départ, ce n'était pas forcément une fraude. C'est pour dire qu'une erreur aussi non, peut devenir un risque opérationnel après. Donc, en même temps aussi, quand on prend aussi cette définition réglementaire, elle a essayé encore d'être plus concentrée sur un certain nombre de variables, qui sont au nombre de 7, appelées communément les 7 lignes. Vous le connaissez, ce n'est pas la peine de les citer. Mais l'élément le plus important, c'est de pouvoir catégoriser votre dispositif donc, par rapport à ces 7 lignes. C'est là maintenant qu'il y a des incohérences de façon générale au sein des institutions. Comment savoir, OK, notre événement de risque détecté appartient à la ligne numéro 1, ligne numéro 2, numéro 3 jusqu'à la ligne numéro 7. C'est là aussi l'enjeu. Et c'est la partie que je pense doit être plus importante dans vos formations, dans la conception de votre dispositif de management des risques et aussi dans la phase d'opérationnalisation de votre système global de gestion des risques. Donc, je disais tantôt, voici les 7 lignes que BAL2 a essayé de proposer en matière de risques opérationnels. Toujours dans les risques opérationnels, en microfinance, il n'y a pas, comment dirais-je, un texte purement réglementaire qui recadre ça, mais par contre, il y a un auteur très célèbre que la plupart des auteurs font appel, à savoir Churchill et Coster. Quand vous regardez la plupart des recherches ou la plupart des ouvrages touchant au risque dans le domaine de la microfinance, les gens ne cessent de citer en quelque sorte cet auteur qui n'est rien d'autre que Churchill et Coster et qui, en 2011, ont mis en place une base quand même en matière de gestion des risques en microfinance. Et du coup,
ils sont devenus de plus en plus, je ne dirais pas un référentiel, mais une référence en matière de gestion des risques. Même si vous prenez le célèbre ouvrage en microfinance que vous utilisez plus, notamment s'il y a des auditeurs ici, d'Anita Campion, vous allez voir qu'il y a des similitudes en termes d'appréciation des risques. Et dans cet ouvrage, que dit Churchill et Coster en matière de risques opérationnels? Ils disent que le risque opérationnel est la vulnérabilité à laquelle est confronté l'IMF dans sa gestion quotidienne ainsi que dans la qualité de son portefeuille. Vous voyez un peu? Il y a un nouveau élément qui rentre dans le jeu parce qu'il associe le risque de portefeuille dans le risque de crédit, un risque de crédit en quelque sorte dans le risque, parmi les risques opérationnels. Il ajoute encore le risque de fraude et le risque de vol, appelé communément le risque de sécurité. Donc, sa définition a trois composants. Il y a le risque de fraude, le risque de sécurité et le risque de portefeuille, communément appelé risque de crédit. Et qui est un peu, je dirais, qui est... OK. Apparemment, il y a quelqu'un qui parle comparé, si je ne me trompe pas. Abiba, si elle peut couper son micro. Merci bien, comparé. C'est bon, j'ai coupé Donc, le micro. ah, thank you. Donc, je disais que dans sa définition, il y a de nouveaux éléments qui apparaissent, mais c'est spécifique aux microfinances, sa définition. Donc, voici ses composants, c'est la fraude, c'est le risque de sécurité et c'est le risque de crédit, en quelque sorte, qu'il identifie parmi les composants des risques opérationnels. Et toujours, quand vous vous basez sur la circulaire 04 2017 de la Commission bancaire, c'est toujours la même définition en quelque sorte du secteur de la microfinance, pardon, m'excusez, du secteur de la banque et des établissements de crédit plus de façon globale. C'est la définition de BAL 2, BAL 3 qui a été retenue, la définition de BAL qui a été retenue en quelque sorte parce que nos États, pour ne pas dire, le secteur bancaire a adopté ces référentiels en quelque sorte, si vous me permettez pour l'expression, depuis, si je ne me trompe pas, en 2017. Et donc, c'est cette définition universelle qui est devenue comme une définition universelle au niveau du secteur en termes de risque. Et pour le secteur de la microfinance, bon, il y a un outil, pour ne pas dire, il y a l'instruction 017 que beaucoup d'entre vous connaissent également, qui essaie de recadrer. Mais certes, ça se comprend. C'est une instruction un peu, je dirais, vieille parce qu'elle date de 2010. Et du coup, quand vous regardez son contenu, il y a des petits conflits à l'intérieur en termes de définition des terminologies, en termes d'appréciation des événements et ainsi de suite, parce qu'il est plus focus contrôle. Même la notion de dire, la notion des risques et tant d'autres se retrouve un peu être réduit, mais ça se comprend, hein, l'évolution est là. J'ose croire aussi avec les nouveaux tests en vigueur, il y aura un progrès en termes de tests aussi recadrant ce secteur. Peut-être on aura la catégorisation même formelle des risques non liés à ce secteur, comme ce qui a été fait pour le secteur bancaire. Même si ce secteur présente des particularités que certains connaissent, d'abord la forme juridique pose problème, pas problème en tant que tel, mais qui est lié à l'historique parce que l'activité a commencé avant que la réglementation ne vienne, une activité depuis les années 70, la réglementation est venue autour des années 90, vous voyez des écarts, et les formes juridiques aussi, on en a beaucoup, dans les mutuelles, dans les coopératives, dans les sociétés, notamment les SA, les SARL et les associations. Du coup, mettre tous ces éléments dans une même, comment dirais-je, réglementation, et j'ose croire aussi, non, ça donne des mots de tête pour le régulateur, parce que ces institutions ne sont pas régies par les mêmes lois en tant que tel. Bref, donc pour le secteur de la microfinance, il n'y a pas une définition officielle de risque opérationnel. Bon, quand on dit officiel, c'est réglementaire pour notre zone pour le moment. Toujours en matière de gestion des risques, il y a des référentiels que vous connaissez, que je vous conseille d'aller voir, à savoir ISO 31000, qui est l'un des référentiels, comme je disais tantôt, assez léger et assez compréhensif, qui peut vous permettre de mieux cerner les enjeux liés à la gestion des risques. Il y a aussi le COSO. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Certains diront que c'est le COSO RM, d'autres diront COSO 2, d'autres diront COSO révisé. Et du coup, l'élément le plus important, c'est de savoir que tous ces référentiels se rejoignent sur un certain nombre de choses, même si les composants ne sont pas exactement identiques d'un référentiel à un autre. Mais je vous conseille
de connaître ces référentiels. Quand je prends COSO, ils vous diront qu'il y a 5 composants. Et le premier, c'est l'environnement interne, c'est-à-dire donc, quels sont les éléments, la culture, et ainsi de suite, la manière qu'on recrute, la transparence au niveau de la gouvernance, tout ce qui touche, comment cela influence la qualité globale de la gestion des risques. Et la méthode que fixer des objectifs, la méthode comment d'identification des risques, les évaluations. Il y a un bruit, je ne sais pas c'est où. C'est chez Félix Ram. Si Monsieur Félix peut couper son micro. OK, merci beaucoup. Et à la phase traitement, les activités de contrôle et ainsi de suite. OK. Merci bien, Monsieur Félix. Maintenant, il y a un élément aussi qui est plus important. Quand on parle de l'évolution des risques, il faut le savoir Pour ce que aussi. Il y a quelqu'un qui mais pour ce parle? que Sankara t'a donné là, ce que Sankara a demandé là. OK. Si juste un peu couper le micro de celui qui parle. Oui, oui, c'est déjà Et coupé. merci beaucoup. Il y a l'origine des risques. Parce qu'un risque peut avoir, quand tu origine, fait allusion à la surveillance. Ça peut être un risque exogène ou interne, ou externe. Quand il dit externe, il fait allusion à l'activité même de l'institution. Ou bien un risque purement endogène, c'est-à-dire non, c'est l'organisation ou l'institution en elle-même qui crée le risque. Bien sûr, quand tu décides d'atteindre un objectif, il y a un certain nombre d'activités qu'il faut mener. En menant ces activités ou sinon, ça génère un risque pour l'atteinte des objectifs. Maintenant, peu importe, quand il dit un risque exogène, c'est quoi? Le risque peut provenir de la réglementation. Aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui, de nos jours, du moins, pour le secteur de la microfinance, avec la nouvelle loi, vous voyez que les structures constituées sous le format, la forme juridique, du moins ça, associatif, ont des problèmes. Parce que aujourd'hui, le régulateur a dit oui, cette forme ne va plus exister. Et du coup, c'est un risque purement exogène pour ces institutions. Il faut qu'ils sachent s'adapter. Je prends le cas aussi du secteur bancaire. Avec la nouvelle loi, là, on les impose de revoir le capital et tout ce qui va avec. Vous voyez? Donc, c'est un risque exogène. Mais de toutes les façons, tous ces risques, que ce soit exogène ou endogène, ça a des répercussions sur l'activité. Maintenant, c'est notre capacité à les gérer, c'est-à-dire non, notre force à influencer ces risques-là qui diffèrent. Si vous vous rappelez la définition de risque donnée par l'IA, l'IA disait quoi? Et à la fin, il a dit, non, OK, ça se mesure par ses conséquences, la probabilité. OK. Pour le cas des risques exogènes, je prends le cas de la réglementation, ce n'est pas votre dispositif interne qui permettra non, que la réglementation ne vienne pas. Vous n'avez pas cette force pour influencer ça. Mais par contre, vous avez une force non, pour influencer l'impact de la réglementation sur votre activité. C'est pourquoi, quand un risque a une forme, a une origine exogène, vous devez être plus focus sur l'impact, la gestion de l'impact, au lieu que ce soit sur la gestion de la probabilité. Par contre, quand le risque est endogène, là, vous pouvez jouer sur les deux variables. Et vous pouvez être à la fois en train de travailler sur la probabilité ou bien travailler sur, comment dirais-je, l'impact. De toutes les façons, les deux permettent de réduire les risques. Il y a une chose aussi, ici, j'essaie de m'adresser un peu à ceux qui sont dans les entités d'assurance, de comprendre mieux cet enjeu. Il faut que vous puissiez savoir, non, quel est, quel est le niveau, c'est-à-dire, non, de maturité de votre système de gestion des risques, ce qu'on appelle communément votre dispositif. Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre ça, c'est très difficile, non, de pouvoir maîtriser les risques qui viendront. Vous pouvez être à un niveau très faible. Quand vous êtes dans un contexte, là, c'est une méconnaissance totale des risques. M'excusez quand je dis le mot total. Là, aucune approche formelle n'existe, non, développée par la gestion des risques. Ça existe dans certaines institutions, même certaines des... Pour le secteur financier, c'est quasi inexistant maintenant. Mais quand vous prenez toujours la gestion des risques de niveau 2, c'est par service. Vous allez partir au niveau du département finance, ils ont leur manière d'apprécier le risque. Vous partez en audit, ils ont leur manière d'apprécier le risque. Vous partez au niveau de contrôle et ainsi de suite. Chacun apprécie le risque à sa manière. Vous n'avez pas des indicateurs communs d'appréciation quand vous êtes au niveau 2. Par contre, quand vous avancez, arrivez au niveau 3, là maintenant, il y a une stratégie et une politique de gestion des risques qui existe et mise en place. Une politique, c'est quoi? Il faut savoir exactement quels sont les types de risques que vous avez chez vous.
quand dit exactement, c'est pas de façon exhaustive, mais par grande famille. Et aussi, quelle est votre appétence? C'est-à-dire, non, quel est le risque, le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter pour l'atteinte des objectifs? C'est pas un risque à tout prix. Là, maintenant, il faut les définir clairement. Quand on prend dans le domaine de la microfinance, il y a ce qu'on appelle les limites quantifiables des risques. C'est la même chose en banque aussi. Non? Quand vous prenez l'instruction 04, la circulaire 04, c'est assez détaillé sur les éléments de gestion des risques. C'est au niveau de l'appétence, au niveau de la définition des limites. Là-bas encore, c'est plus laborieux et c'est encore plus approfondi. Maintenant, c'est comment rendre ça opérationnel. Comment savoir que c'est une limite chez vous? Parce que les limites ne se définissent pas comme ça. Est-ce que 1 million de pertes est une somme significative pour une institution X? OK, peut-être pour une autre institution Y, 500 millions, c'est un non-événement, et ainsi de suite. Quand vous arrivez au niveau 4, là maintenant, il y a une coordination des risques, de la gestion. C'est là la fonction appelée gestion des risques qui existe maintenant dans le domaine bancaire et dans certains instituts de microfinance, même si ce n'est pas réglementaire, joue encore un rôle plus important. Là, maintenant, les risques sont gérés sur l'ensemble de l'institution. Tout le monde a une vue de plus en plus commune. Quand on part dans une entité, je dis, OK, on va perdre 1 million A qui constitue un risque énorme pour notre structure Y. Ah oui. Du coup, quand vous demandez au caissier, vous demandez à, je ne sais pas, au président du conseil d'administration, au DG, tout le monde est unanime. Si on perd 1 million, c'est élevé. Mais si moi qui suis auditeur, je dis non, si on perd 1 million, c'est élevé, je pars voir le directeur du crédit, il me dit, bon, 1 million pour Fidalis, ça ne vaut rien. On se comprend un peu. Parce que vous n'avez pas un langage commun d'appréciation. Mais si nous avons un langage commun d'appréciation, là maintenant, on a atteint un niveau très satisfaisant en termes de gestion des risques. Il y a le niveau appelé le niveau intégré. Là maintenant, c'est la phase la plus intéressante. La gestion des risques n'est plus une activité à part entière. Elle existe dans tous les processus. Quand vous définissez les fiches de poste, quand vous définissez vos procédures, quand vous faites tout, on sent la gestion des risques dans tous les processus existants. Quand vous arrivez à cette phase, vous êtes plus à l'aise parce que la gestion des risques est intégrée à vos processus. Et toutes les opérations, l'exécution de toutes les opérations tiennent compte des risques. Et l'enjeu lié au secteur, comment dire, au risque opérationnel, pour ceux qui se rappellent très bien, le cas de Barris qui a secoué un peu le monde des finances et avec la faillite de cette banque, qui n'est rien d'autre qu'un risque opérationnel mal géré. Il y a aussi le cas de Société Générale qui est encore plus récent, c'est la même chose. Et chaque année, il y a des pertes très importantes liées à ces risques opérationnels. Vous savez très bien, quand vous regardez autour de vous, ceux qui sont dans le secteur financier, j'ose croire qu'il y en a beaucoup ce soir, vous allez voir qu'il y a des pertes sous-jacentes à ça de façon énorme, soit des sanctions aujourd'hui à n'est pas infini de la part du régulateur, notamment pour la mauvaise gestion ou la mauvaise maîtrise d'une loi. Aujourd'hui, la loi qui fait plus ou moins, je ne dirais pas la loi, la réglementation qui secoue plus sur les institutions financières n'est rien d'autre que lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme aujourd'hui. Là où les sanctions pullulent. Et sans oublier également aussi, il y a des gestions, comment dirais-je, au niveau des opérations des caisses, les fraudes, au niveau des crédits et ainsi de suite, qui sont des pratiques courantes, peu importe. Pire encore, les institutions même qui sont allées dans un environnement plus ou moins digitalisé. Vous savez bien de quoi je parle. Je ne vais pas citer les noms ici, mais vous savez qu'aujourd'hui, rares sont les institutions qui ont digitalisé et qui n'ont pas eu de difficultés après. Et les rares sont les institutions qui ont utilisé des cartes pour les paiements en ligne, qui dès le départ, elles n'ont pas eu de difficultés. Ce sont des choses qui restent secrètes, on le sait, mais les pertes sous-jacentes ne sont pas à négliger. Et du coup, je dirais que, entre autres, les défaillances aussi des dispositifs internes aussi nous encouragent, comment dirais-je, faire croître ce profil de risque-là. Parce que si vous avez un système interne qui n'est pas en adéquation avec vos profils de risque, c'est évident que le risque opérationnel sera encore plus élevé. Il y a l'insuffisance des ressources humaines, je le disais tantôt. Si vous décidez de mettre en place un nouveau mécanisme de paiement
Et malheureusement, les acteurs sous-jacents n'ont pas été formés dans ce sens, ou bien vous avez choisi ceux qui sont dans le cœur de métier seulement formés. Et les opérations, comment dirais ceux qui interviennent dans les entités d'assurance n'ont pas la maîtrise, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis convaincu que vous allez toujours être exposé à ce risque. D'autres aussi font appel à des experts, c'est bien, mais souvent, le transfert de compétences aussi nous laisse à désirer. Une fois le contrat de ces experts finissent, et malheureusement, la continuité pose problème. Là, ils se trouvent maintenant face à des expositions à ne pas en finir. Je parle plus précisément pour les banques. Ils savent très bien que même le simple paiement par le biais des gym UMOA, pour les banques nouvellement qui intègrent nouvellement ce processus, s'ils n'ont pas fait appel à des experts, c'est-à-dire en débouchant des profils adaptés, même le suivi de ces opérations, beaucoup se retrouvent non, avec les comptes internes assez lourds à gérer parce que des suspens en n'est pas infini. C'est la même chose aussi non, pour les paiements en ligne avec les nouvelles cartes prépayées et tout ce qui va avec. Il y a aussi le problème des systèmes d'information et qui est plus touchant pour le secteur de la microfinance. En banque, de plus en plus, ce problème est en train d'être résolu. Mais en microfinance, toujours, il y a quelques institutions qui ont des solutions informatiques moins adaptées. Ça se comprend parce qu'une solution informatique aussi, c'est un coût au regard aussi non, des ressources financières et matérielles disponibles pour ces institutions, ce n'est pas du jeu. Pire encore, il y en a qui ont tenté, ça s'est soldé par des échecs aussi historiques. Et ces institutions savent bien de quoi je parle. Peut-être qu'il y a des gens ici non, qui pourront partager leur expérience en la matière. Il y a des innovations aussi non maîtrisées, comme je disais tantôt. On crée de nouveaux produits que nous-mêmes ne maîtrisons pas et avec l'effet de mimétisme, sans se rendre compte. Il y a le concurrent qui a créé un nouveau produit. Bon, nous aussi, on a fait la même chose et ainsi de suite. Malheureusement, le problème de maîtrise, non, fait augmenter ces risques-là. Il y a le changement de la réglementation. Excusez pour l'erreur au niveau des tests. Je parlais tantôt pour le cas des microfinances. Même quand vous sortez même de le secteur financier, prenez le cas, pour le cas spécifique de Burkina, notamment avec les promoteurs immobiliers. Et beaucoup étaient habitués à vendre les terrains à l'État, permettez-moi pour l'expression, les terrains nus. Aujourd'hui, on les demande, oui, leur agrément ne les permet pas de faire ça. Je suis convaincu que plusieurs institutions auront des problèmes pour pouvoir non, réadapter leur activité aux réalités du marché. Beaucoup même n'ont pas prévu ça, même s'il y en a qui sont assez bien organisés, qui ont pu anticiper un certain nombre de choses à la matière et qui peuvent continuer leur activité. Vous voyez, c'est juste un changement réglementaire qui amène des institutions complètement à ne plus atteindre leur objectif parce qu'ils ne sont plus en phase avec les réalités du marché. Donc, c'est source également des risques opérationnels. Et là, le changement de l'environnement, vous savez très bien de quoi je parle, économique et financier sécuritaire pour le cas de Burkina Faso. Et l'impact, il est palpable. Quand vous regardez aujourd'hui dans le secteur de la microfinance comme dans les banques, c'est un peu difficile. Et les risques opérationnels deviennent encore plus importants. Quand vous regardez, il y a ces institutions qui ont dû fermer leurs agences. Il y en a même qui se retrouvent à fermer même complètement la porte au niveau des microfinances avec les difficultés liées à la gestion ou des structures qui étaient dans les zones à haut risque, c'est pas évident. Et aussi, sans oublier aussi cette situation sécuritaire a imposé certaines structures aussi non, des nouveaux outils, malheureusement, qu'ils ne maîtrisaient pas, qui se retrouvent maintenant avec des difficultés à ne pas en finir. Même le ravitaillement de ces zones, et je touche du bois, une agence installée dans une zone à haut risque, le ravitaillement devient encore très risqué. Comment faire non, pour que l'agent puisse arriver efficacement à ces zones? Tout ceci non, augmente de façon accrue le risque opérationnel pour ces institutions. Sans oublier les risques associés comme le braquage et tout ce qui peut avoir comme risque, qui jadis était moins élevé. Il y a aussi, nous allons parler un peu des impacts liés à ces risques-là, qui ont encore favorisé le renforcement au niveau réglementaire, notamment pour le secteur bancaire avec l'institution 04, mais excusez, la circulaire 04, qui est assez laborieux en termes de contenu, en termes de dispositifs également. Il y a les pertes directes des fonds d'actifs, comme vous le savez. En général, toutes les institutions sont victimes de ça, même si je le dirais avec un air un peu comique. Et les institutions ne sont pas prêtes pour communiquer.
sur les pertes opérationnelles inhérentes, notamment à tout ce qui est risque opérationnel. Et c'est ça le gros problème. Pour les institutions financières, les banques, là, comme c'est devenu obligatoire, c'est encore moindre. Mais pour les microfinances, c'est encore de la cachotterie, notamment quand ça touche au volet des risques opérationnels appelés communément la fraude. Personne ne veut que son voisin le sache. Et là, les pertes aussi de la clientèle s'accompagnent parce que le risque, c'est comme ça. Ça peut commencer à un point A, ça trouve à un point B parce qu'il n'y a pas une formule unique de gestion. Parce que un effet peut commencer peut-être sur le portefeuille qui se transforme à une perte financière, qui se transforme à une perte de clientèle et ainsi de suite et tant d'autres. Donc, il y a la possibilité de la perte de la clientèle et accompagner également de la perte de revenus pour ces institutions-là. Et à la chute des actions, de l'action, bien sûr, pour les institutions qui sont en ligne, ou qui sont cotées du moins ça. Il y a le coût aussi de l'investigation, parce que normalement, l'investigation en matière de risque, vous savez très bien, c'est un coût derrière. Comment évaluer le dispositif, comment détecter réellement le montant réel de la perte, et pire encore, l'assurance derrière, vous savez très bien, Global Assurance que les uns et les autres ont chez eux pour la couverture de ces risques, c'est un coût énorme. L'assureur aussi est assez malin, il a ses mécanismes de couverture derrière, de telle sorte que une fois le risque se réalise, il faut beaucoup discuter pour qu'on puisse s'entendre. Je pense que presque toutes les institutions aujourd'hui sont obligées d'assurer les encaisses et un certain nombre de choses non, pour une meilleure couverture de ces risques-là. Il y a le coût des mesures d'atténuation, comme je disais tantôt. Cela, il va avec l'assurance, cela, il va avec les différents recrutements, l'acquisition des outils qui vont avec, et sans oublier aussi non, le coût des process sous-jacents. Il y a la réputation, l'image derrière aussi, donc, qui prend un coup parce que personne ne veut s'associer avec une institution là où on dit, OK, cette institution a été victime d'une sanction de la part du régulateur parce que elle ne respecte pas tout ce qui touche au blanchiment. Quand vous entendez ça, déjà, ça fait peur parce que ça devient comme un gros risque et les gens aussi interprètent comme ils veulent avec tous ces réseaux sociaux. On ne va pas dire que tu ne respectes pas, hein. On va dire tout simplement, non, tu es acteur même du blanchiment. C'est tout cela le gros problème. Et sans oublier les cas de fraude et ainsi de suite. Et un client qui a déjà été tapé chez vous, même si vous l'avez remboursé, il devient très méfiant. Si un caissier tape sur le compte dormant d'un client, même si, m'excusez, j'ai dit caissier, hein, c'est un exemple que j'ai pris. Si les caissiers ici ne m'en voulaient pas, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pour dire quoi? Même si après ça a été détecté, la banque a remboursé les fonds, ce client restera toujours méfiant vis-à-vis de vous. Et malheureusement, il va aussi empoisonner l'environnement à travers l'acte posé. Il y a aussi la méfiance vis-à-vis du public, comme je disais tantôt. Il y a la baisse de l'attractivité de vos services. En matière de gestion des risques opérationnels, je le dis toujours, il n'y a pas un mécanisme unique. Il n'y a pas une formule qui existe pour toutes les institutions. Mais vous allez voir les processus qui existent. Il y a plusieurs niveaux. Il y en a qui proposent des processus à 3 niveaux, d'autres à 4 niveaux, d'autres à 5 niveaux. Il y en a jusqu'à 7 ou 8 comme COSO. Mais il y a des phases qui sont très importantes, c'est-à-dire connaître réellement ce à quoi on s'expose, que vous appelez communément les risques, les identifier. À part ça, il faut les évaluer, les connaître exactement les capacités de nuisance pour vous. Et après ça, maintenant, vous mettez en place des mesures non, pour les atténuer, en quelque sorte. Et là-bas, il y a plusieurs réponses possibles qui existent. Ça passe juste à 4 réponses que vous connaissez déjà. L'évitement, la réduction, et le transfert et l'acceptation en fonction du risque. Et sans oublier la partie que moi je juge très importante, qui n'est rien d'autre que la surveillance. Vous savez très bien de quoi je parle. Malheureusement, les gens conçoivent des outils très jolis. Ils font appel à des consultants un peu internationaux qui font des travaux très, très laborieux. Mais malheureusement, ça s'arrête là en quelque sorte. Le suivi de ces risques reste un non-événement. J'ai dit des choses qui n'ont pas de sens. Supposons que vous avez identifié 15 risques majeurs pour votre institution. Il faut avoir des KPI, des indicateurs qui vous permettent à un moment donné de savoir d'une période A à une période B, est-ce que ce risque-là a connu une évolution à la baisse ou une évolution à la hausse? Parce que vous avez mis en place un plan d'action. Est-ce que ce plan d'action a permis de réduire ces risques-là? C'est là où la chose devient plus intéressante. Mais si vous n'avez pas ces mécanismes formels d'appréciation de ces risques, c'est comme si vous avez identifié le risque, vous avez mis en place un mécanisme de contrôle, si vous me permettez pour le terme, mais malheureusement, vous n'avez plus fait quelque chose de concret
pour ramener ce risque non, dans votre zone de confort. Voici un peu un outil, un mécanisme de gestion des risques que j'ai trouvé très intéressant. Ça a été mis en place par Chappell en 2020 sur uniquement les risques opérationnels en banque et en assurance. Il dit, pour lui, bon, il a adapté des choses que j'ai complètement enlevées dedans. La première étape pour lui, c'est l'identification des risques, parlant bien sûr des risques opérationnels. Il y a plusieurs mécanismes pour identifier un risque, vous le savez très bien. Ici, il y a une chose aussi qu'il faut reconnaître. Quand nous décidons d'identifier les risques, beaucoup identifient les risques sans savoir pourquoi ces risques, c'est-à-dire la cause de ces risques-là. Et par contre, quand vous identifiez un risque sans vous intéresser à sa cause, vous allez mettre en place un plan d'action qui n'est pas forcément adapté. Ça risque d'être un peu de mimétisme. Peut-être l'IMF X a mis ça en place, ça a marché, moi je veux copier la même chose. Ou bien peut-être la banque A mis ça en place, moi la banque B, j'ai fait la même chose. Souvent, ce n'est pas forcément la même chose parce que les réalités ne sont pas exactement les mêmes. Parce que même quand vous lisez au niveau de l'instruction 017 ou la circulaire 04, il y a des similitudes, des mots que j'apprécie énormément. Le dispositif à mettre en place doit être en conformité avec les réalités de l'institution, c'est-à-dire la complexité de ses activités, la nature de ses activités et le profil des risques. C'est très intéressant. Certes, il est difficile de connaître tout ça là si vous ne faites pas une analyse non, des processus. C'est là maintenant le monsieur, ou n'est pas de la dame, a parlé de la cartographie des processus. C'est très intéressant. Si vous arrivez à savoir, si vous prenez une opération de crédit, où ça commence, où ça termine. Et à chaque phase, maintenant, vous pouvez faire une analyse plus poussée pour connaître les zones d'amélioration progressive. Parce que les nœuds vous permettront de savoir ici, il y a une insuffisance, il faut l'améliorer et ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui est fait à chaque nœud de vérification? Je reviens en arrière en disant que si vous ne prenez pas en compte les causes de ces, de ces risques, pourquoi ces risques sont élevés chez vous et qu'est-ce qui justifie ce niveau élevé de risques, ce sera très difficile de pouvoir mettre en place un mécanisme adapté. Et également, pour l'identification, il y a plusieurs mécanismes. Il y en a qui utilisent des interviews en groupe, il y en a qui font des ateliers. Il y a plusieurs mécanismes. Il n'y a pas une formule unique à la matière. Et du coup, l'élément le plus important, il y en a aussi qui vous parleront de la méthode bottom-up, top-down ou la méthode combinée, mais l'élément le plus important, c'est de connaître votre structure et connaître les réalités de votre structure avant d'identifier vos risques. Et là, l'évaluation de ces risques-là. C'est là-bas aussi, il y a le gros problème en général dans les institutions. Parce que vous n'avez pas des indicateurs formels d'évaluation. Si vous n'avez pas une politique assez claire, mais excusez pour le terme, ce que je vais dire, les politiques est devenue une obligation pour les banques, mais les microfinances également. Mais ce qui est un peu décevant, vous allez voir des politiques généralistes. Le gars, il prend une politique d'une autre institution, il change de nom, c'est démaquiller un peu, ça devient notre politique. C'est bien, mais le problème est que ça ne vous aide pas. Vous êtes conforme sur le plan conformité, mais ce n'est plus un outil de gestion des risques parce que ça vous sert pas. Ça ne reflète pas vos réalités. Là où ils sont forts, ces institutions, c'est les limites, notamment en termes de portefeuille. Quand on termes de portefeuille, c'est quoi? Les plafonds de crédit. Là où toutes les institutions sont assez fortes là-dessus, que ce soit les microfinances, que ce soit les banques, des plafonds de crédit qui nécessitent des niveaux de validation supérieurs. Là, c'est fort. Mais les autres limites d'appréciation de ces risques, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer exactement quand un risque est élevé, quand il est moyen, quand il est faible, et ainsi de suite. Comment trouver des indicateurs d'appréciation à chaque niveau en fonction de nos réalités? C'est là où il y a le gros problème au niveau de ces institutions-là. Et du coup, l'évaluation est trop influencée par la subjectivité, qui n'est pas une mauvaise chose, bien sûr. Dès le début, la subjectivité est très forte. Mais au fur et à mesure que vous faites l'actualisation continue et permanente, vous vous rendez compte que votre cartographie des risques s'approche maintenant vers la réalité. Il y en a aussi qui s'efforcent en voulant quantifier de façon exagérée. Souvent, ça ne donne pas. Ça ne va pas donner parce que vous n'avez pas les données statistiques nécessaires pour pouvoir quantifier ces risques-là et les apprécier. Vous allez avoir un document joli, mais en réalité qui ne reflète pas votre institution. Moi, la formule que je conseille plus, c'est les ateliers, discuter, créer des débats contradictoires autour d'un risque. Un risque, ça s'apprécie à travers des éléments
assez simple, mais qui reflète réellement votre structure. Je prends un exemple. Si vous décidez que la perte financière pour une institution, on va utiliser les fonds propres, vous pouvez décider, OK, à partir d'un pourcentage X des fonds propres, ah, ce risque, il est élevé pour nous, il est moins, il est faible, ainsi de suite, en fonction de votre échelle d'appréciation. Si vous décidez, OK, les risques liés à l'intégrité physique, tolérance zéro, le risque de fraude et le risque lié à l'atteinte à l'environnement, le risque lié au harcèlement sexuel, et ainsi de suite, au sein de notre institution, on ne va jamais les tolérer. Du coup, ces risques sont classés déjà à des risques à niveau élevé. Donc, c'est à vous d'avoir vos critères formels d'appréciation dès le départ, avant de vous lancer dans cet exercice-là. Après, c'est l'atténuation de ces risques-là. C'est là le contrôle interne, les tests à mettre en place, les analyses, les plans d'action, à la fois préventif et détectif. Parce qu'un plan d'action peut avoir les deux facettes à la fois. Ça permet de détecter le risque ou de le prévoir. Et là aussi, non, ça revient encore dès le premier point, à savoir la connaissance réelle de la cause. Si vous détectez un risque qui est certes élevé chez vous, mais sa cause n'est pas connue, vous allez mettre en place aussi non, un plan d'action inapproprié. Et à la fin, c'est évident, le risque va toujours continuer à exister à un niveau élevé si vous êtes vraiment objectif dans votre appréciation des risques. Et c'est ça l'inconvénient. Je prends un exemple pour une structure qui a fait une bonne segmentation de son portefeuille avec des procédures détaillées qui suivent bien son portefeuille et avec de la formation de ses acteurs dans le suivi du portefeuille, l'analyse et la connaissance réelle des clients, n'est pas à comparer de prime abord à une institution, malheureusement, qui n'a pas fait toutes ces segmentations, toutes ces analyses poussées, n'a pas de procédure claire, n'a pas de mécanisme d'appréciation, et tout, tout, tout. Et du coup, tu ne veux pas le copier, comment dirais-je, le plan d'action de l'entreprise ou de la banque X, venir coller chez vous, ça ne va pas donner. Même en fonction du secteur de financement, si vous financez plus l'agriculture, ce n'est pas la même chose celui qui finance plus le fonds de roulement. Et ainsi de suite. Il y a le modèle économique même d'abord même qui donne un profil de risque. Il y a l'organisation mise en place même qui permet d'éliminer un certain nombre de risques. Ce que vous appelez communément le niveau de validation, le niveau de décision, les contrôles croisés et, comment dirais-je, la mise en place des procédures même qui permettent qu'un processus commence dans un département X ou un service X et ça se termine par dans un service Y ou Z. Il y a des opérations qui peuvent faire trois services avant d'être bouclées. Ce sont des bons mécanismes de gestion. Et là, maintenant, la surveillance des risques, comme je disais tantôt, malheureusement très, très négligée. Les gens ont des bonnes cartographies des risques. Apparemment, c'est pour satisfaire le régulateur. Et malheureusement, ils n'ont pas des critères réels d'appréciation en général pour savoir est-ce que l'action mise en place est appropriée. Est-ce que le risque a évolué comme il se doit? Et aussi le comble, le reporting sous-jacent. Parce que si vous identifiez que chez vous, vous avez 10 risques majeurs, il faut communiquer ces risques à qui des droits. À qui des droits, c'est qui? Chez vous, en général, c'est le conseil d'administration, le comité d'audit, le comité de risque, le comité de surveillance en fonction des institutions, de la forme juridique. Il faut communiquer ces risques et suivre ces risques de près, de telle sorte que ces risques non, ne se réalisent pas. C'est ça maintenant, mettre en place des mécanismes appropriés parce que vous pensez que ces risques sont à un niveau très élevé au sein de votre institution. Et du coup, il faut une bonne surveillance. Bon. Et Justin, tu m'excuses, hein, je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé. Hein. J'avais dit que j'allais terminer en 45 minutes. Vous avez commencé à 16h16. 16, ok, ok. Là, Oui, mes 45 minutes sont presque finis. Donc, je vais essayer d'avancer plus vite. allez-y. M'excusez, souvent, les risques, souvent, je me perds dedans, je parle trop sans me rendre compte. Donc, votre plan d'action et vos outils vous permettront, en quelque sorte, non, de ramener le risque dans votre zone de confort. Quand vous regardez ces différents schémas, je prends d'abord le schéma numéro 1 à votre droite gauche. Le risque vient à un état brut chez vous. Je fais allusion au risque opérationnel qui est aujourd'hui très, 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 très en vogue, mais c'est plus le terme. Il vient en général à un état brut. C'est pourquoi non, il faut un dispositif global. Quand vous regardez l'instruction, la circulaire du moins 04, il y a des niveaux de responsabilité à chaque phase. Le conseil d'administration a sa responsabilité, le directeur général a sa responsabilité, la fonction même gestion des risques aujourd'hui. Vous voyez, il y a une fonction appelée gestion des risques aujourd'hui qui relève du deuxième niveau de défense, qui a sa responsabilité claire en matière de gestion des risques, les auditeurs et tout collaborateur, comme le disait tantôt.
a son rôle à jouer. Et il y a un élément dans cette circulaire que j'apprécie beaucoup, c'est la collecte des données. C'est-à-dire, non, votre mécanisme à remonter les incidents. Parce que c'est une bonne méthode pour une bonne gestion des risques opérationnels. Vous êtes ici, un incident peut se produire à Bobo, même s'il y a des boulets qui sont connectés. Si le siège est à Ouaga, si vous n'avez pas un bon mécanisme de remonter ces incidents, ce n'est pas évident. Et c'est pourrait que à Bobo, l'incident qui s'est produit n'est pas un incident dans la base de données, c'est-à-dire ce n'est pas dans le système. Peut-être il y a eu quelqu'un qui a essayé de forcer les fenêtres de la structure pour rentrer, il n'a pas pu. Ou bien il y a eu une tentative d'accès qui a été déjouée par les vigiles et tant d'autres. Il faut que ces gens d'informations remontent, non, pour alimenter votre base de données. C'est pourquoi les bonnes pratiques dans la plupart des institutions, qu'est-ce qu'ils recommandent? Ils ont des champions de risque qu'ils mettent dans chaque entité. Quand vous prenez, je prends un exemple, la banque A peut décider dans chaque service, il y a quelqu'un qui est répondant au risque. Dans chaque agence, il y a un répondant des risques. Quand il y a un événement, c'est lui qui coordonne pour remonter ces incidents afin que la fonction, celui qui est en charge de la fonction de gestion des risques, puisse les compiler, les analyser, voir quels sont les éléments qui peuvent impacter notre dispositif mis en place. C'est une très bonne formule de gestion des risques, notamment des risques opérationnels, qui est vivement recommandée. Donc, ayant toujours en tête, le risque peut être à un état plus élevé, mais votre action doit avoir l'objectif de l'amener dans votre zone de confort, notamment la zone verte en général. Et du coup, il s'avère aussi important que vous ayez des indicateurs pour vous assurer que le risque tend vers cette zone à chaque niveau. Peut-être si vous actualisez votre cartographie ou bien le suivi se fait de façon trimestrielle, semestrielle ou annuelle, il faut que vous puissiez savoir non, quels sont les nouveaux risques qui rentrent, les anciens risques. Ils sont sortis, oui, non. Est-ce qu'ils sont les risques à surveiller de près, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous devez le savoir et non pas avoir un truc à caractère statique qui ne vous sert même pas, au fond, dans vos activités quotidiennes. Le dispositif en général, en banque aujourd'hui, ce qui est plus intéressant, c'est que de plus en plus, il y a une imposition de modèle de trois lignes de défense, même si le nom n'est pas dit exactement. Vous allez voir des fonctions là où on rend obligatoire de plus ou moins leur rattachement. C'est notamment les fonctions entre griffes, conformité, risque, et aussi dans certaines institutions de sécurité et tant d'autres qui sont devenues de plus en plus des fonctions de deuxième niveau de défense quand vous lisez le contenu de ce que le régulateur demande et aussi des attributions que vous octroyez à ces fonctions-là. Ça rend la chose encore plus intéressante parce que ça vous permet d'avoir une couche qui amortit un tant soit peu vos risques de façon progressive et sans oublier aussi l'intervention de l'audit interne qui est purement indépendant dans l'appréciation et aussi le commissaire au compte qui intervient dans ces secteurs, même si en microfinance, il y a plusieurs catégories. Et ces catégories qui ne sont pas obligées d'avoir le commissaire au compte, et notamment celles qui sont classées dans la catégorie qu'on appelle les petites microfinances, c'est-à-dire non, qui ne sont pas concernées par la loi, comment dire, l'article 44 de la loi en question. Je parle bien sûr de l'ancienne loi. Et à la commission bancaire aussi qui intervient pour le secteur de la banque aussi, et aussi le rattachement de ces différentes fonctions aussi, c'est très intéressant d'avoir un rattachement approprié. Même les fonctions risquent doivent avoir cette possibilité de communiquer avec certes la deuxième ligne, mais de reporter au conseil d'administration ou par le biais de comités spécialisés, en général appelés le comité de risque. Maintenant, en microfinance, la structure en général se présente comme soutien parce que là-bas, il y a un gros problème déjà, certes, qui se comprend, comme je disais tantôt, à travers la réglementation toujours. Et il n'y a pas le dispositif décrit par l'instruction 017 est encore plus ambigu, excusez pour le terme, et les perspectives, ce que je vais dire en deux termes, parce que quand vous attardez seulement sur l'article 2, déjà, même la définition déjà pose problème. Et d'abord, c'est une fonction, en plus, c'est un dispositif, en plus encore, c'est un document. Bon, bref, tout ceci font que c'est pas aussi facile à mettre en place. Et la notion d'audit même n'est pas clairement définie dans ce document. C'est une fonction appelée contrôle interne, mais quand vous regardez les attributions et le fonctionnement exigé par le régulateur, c'est plus proche, non, une fonction audit interne. Mais vous allez voir dans certaines institutions, il y a les inspecteurs, il y a les auditeurs, il y a les contrôleurs.
avec les types de contrôles que vous connaissez déjà, les contrôles permanents, les contrôles périodiques, et ainsi de suite structurés. Et aussi le régulateur qui intervient en général, c'est le ministère en charge de la finance, notamment par le biais du Trésor public, et la BCAO qui intervient, et aussi dans la Banque centrale, mais c'est la commission bancaire du moins. Et ça dépend, en fonction de la catégorie, celle qui relève des grands groupes de financement directement gérés par la commission bancaire. Mais il faut le dire, hein, comme je disais tantôt, il n'y a pas une forme harmonisée. Chacun essaie de l'adapter. Je parle bien sûr des microfinances au profil des risques auxquels ils font face. Mais pour les banques, il y a eu on appelle de nouvelles fonctions qui sont venues, mais là où il y a le gros problème, c'est la répartition des tâches avec les fonctions qui existaient, contrôle permanent, l'audit interne, ainsi de suite et tant d'autres. Il y a des fonctions qui viennent qu'on appelle fonctions gestion des risques, et il y a les fonctions conformité qui étaient là, mais qui étaient plus focus sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Après, comment travailler pour une bonne coordination entre ces différentes entités, de telle sorte que chacun puisse apporter. Malheureusement, dans certaines banques, toujours, ça piétine un peu. Pourquoi? Parce que la répartition n'est pas bien faite et aussi, non, qu'est-ce que l'autre doit faire et ainsi de suite. Au fond, ça laisse toujours à désirer. Mais il y a ces banques-là où ça se passe très bien, notamment celles qui ont eu la chance d'appartenir au grand groupe. Là, c'est encore plus vite. Comme vous le savez, l'effet de la qualité de gestion des risques, souvent, ça peut être un effet micro ou un effet macro. Quand c'est macro, les gens profitent plus de l'expérience des groupes, ça part encore plus vite. En microfinance, vous voyez que celles qui appartiennent au groupe sont plus à l'aise en matière de gestion des risques ou des dispositifs globaux de gestion des risques que celles qui appartiennent plus aux structures, pas forcément des groupes. Je ne vais pas dire non, c'est une règle générale, mais en général, c'est ça. Et les bonnes pratiques, il faut aussi, je vais essayer d'aller encore plus vite avec l'accord de Justin, le dispositif de gestion des risques doit être adapté, comme je disais tantôt, il n'y a pas de copier-coller à la matière. Il faut forcément aussi non, une forte, excusez, il faut la mise en place d'un, excusez, hein, ça c'est un peu, euh, une forte implication du moins ça, du conseil d'administration à la matière, c'est très important, et aussi de la direction générale pour une meilleure gestion et le top management, ça que je mets à en lieu et place de la direction générale. Il faut une intégration dans la gestion des risques, très important. Il faut faire de telle sorte que tout le monde puisse parler risque. C'est là qui rend la chose plus intéressante. Tout le monde puisse être impliqué dans le processus de gestion des risques. Tout le monde puisse savoir, OK, c'est risqué, c'est pas risqué, et ainsi de suite. Chacun puisse savoir, non, quand on parle de risque, c'est pas la fonction risque ou la fonction contrôle permanent ou la fonction audit interne qui est le responsable des risques. Le risque, chacun est responsable des risques non liés à son processus, sans oublier le rôle de l'audit interne. Il faut forcément que votre audit soit basé sur les risques. Malheureusement, ça pêche beaucoup, 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 surtout dans certaines institutions, les microfinances et certaines banques toujours aussi. Et l'approche basée sur les risques pêche toujours. Certains ont des plans, je ne sais pas s'il faut dire un plan triennal ou un plan quinquennal, mais souvent ils confondent l'univers d'audit avec les processus à haut risque. D'autres aussi, il y a ces axes là où il y a un grand écart entre la cartographie qu'eux-mêmes ils ont élaborée et les processus qu'ils ont décidé d'auditer. Du coup, vous voyez que malheureusement, on reste toujours dans cette insuffisance-là. Donc, l'approche n'est pas forcément basée sur les risques, même si l'approche basée sur les risques peut faire l'objet d'un prochain webinaire, bien sûr, avec l'accord de vraiment, on pourra en discuter comment partir des risques pour aboutir à un plan qui n'est pas chose aisée pour nombreux d'auditeurs, même si sur le plan de définition, chacun connaît, mais rendre ça opérationnel, ça pose problème. Et la culture des risques aussi, donc il faut fortement encourager. Et aussi, en conclusion, je dirais que le dispositif doit toujours être un dispositif dynamique et itératif. Il n'y a pas une forme de gestion des risques que vous allez mettre en place et dire que c'est adapté, c'est-à-dire votre politique, vos limites, votre cartographie, vos mécanismes de suivi, les intervenants à l'intérieur, tout ce que chacun fait ne doit pas avoir une forme statique. Ça doit être toujours une forme de boucle en continu. Et aussi, les actions et les outils aussi doivent être aussi adaptés à l'institution. Et c'est comme ça. On ne doit pas aller demander à une institution d'acquérir un logiciel de photo.
plusieurs dizaines de millions. Pourtant, on connaît très bien la rentabilité liée derrière est moindre. Chacun adapte ses mécanismes. Les contrôles peuvent être compensatoires, les contrôles peuvent être les contrôles directs et ainsi de suite. L'élément le plus important, c'est le risque résiduel qui doit être en adéquation avec l'appétence de l'institution. Et sans oublier l'élément que je trouve encore plus important, et je dirais encore le plus important, c'est le suivi de ces risques-là. Il ne suffit pas d'avoir des risques, dire à tout le monde, OK, nous on a une cartographie des risques, nous on a mis en place une cartographie, on a tout ceci et là. Mais malheureusement, cette cartographie, il n'y a pas de KPI, il n'y a pas des indicateurs pour suivre ces risques majeurs, de telle sorte que vous puissiez savoir quelle est l'évolution de ces risques par rapport à vos objectifs. Donc, je dirais, pour moi, voici les éléments qui sont très importants, qui sont des bonnes pratiques à encourager pour une meilleure gestion des risques. Et du coup, je sais que j'ai trop bavardé sans me rendre compte. On va peut-être, avec l'accord de... Je donne la parole à Monsieur Bourema pour la suite de ce webinaire qui est sûrement basé sur des questions-réponses que nous allons essayer de répondre, bien sûr, et aussi un partage d'expérience si les gens sont disposés, bien sûr, à partager leur expérience. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Bayala. Un banc pour Monsieur Bayala, pour nous avoir édifié sur un thème aussi important que la cartographie des risques et dans un secteur aussi critique que le secteur financier. En tout cas, nous ne nous sommes pas trompés. Nous voyons que nous avons été très édifiés, très bien servis, avec des éléments pratiques, avec euh, beaucoup de situations réelles liées à la cartographie des risques, en particulier dans le secteur financier. Il faut rappeler que globalement, M. Bayala, dans le cadre de cet exposé, nous a enrichi en lien avec les éléments de définition qui sont des éléments importants qui nous permettent de camper le décor. Donc, une définition de la notion de risque qui a été donnée, que ce soit par les normes ISO, que ce soit par l'IA, que ce soit par le COSO. Et en dehors des questions de définition, il a été question, bien entendu, de tout ce qui est afférent au dispositif de management des risques, en particulier dans le secteur bancaire, avec tout ce qu'il y a comme aspect réglementaire, avec bien évidemment des outils pratiques qui pourraient nous aider à maturer ou à mettre en place un dispositif de management des risques dans nos environnements respectifs. Comme il l'a dit, ce n'est qu'un webinaire. Ce n'est pas évident que tous les aspects aient pu être touchés à travers les échanges que nous venons de faire. C'est un processus pour lequel nous restons tous disposés et disponibles. Nous restons ouverts à vous accompagner dans vos micro-environnements, à vous édifier, à renforcer vos capacités par des canaux formels, donc dans le cadre des formations que nous organisons régulièrement, mais aussi par des canaux informels. Nous sommes très ouverts, bien entendu, pour vous accompagner dans ce cadre-là. Donc, pour ne pas être long, on va ouvrir la vague, la première série des questions-réponses. On va déjà prendre 3 questions ou compléments. Monsieur Bayala va essayer d'apporter des réponses. Après, s'il est nécessaire, on va bien entendu ouvrir une seconde série de questions-réponses. Donc, la parole, vous allez lever les mains. On va déjà identifier les acteurs qui souhaiteraient intervenir pour organiser la distribution de la parole. Je vous remercie. Monsieur Ouedraogo, Monsieur Wango Aimé a levé la main, c'est noté. Monsieur Wango Aimé. Sauf erreur de ma part, je ne vois pas un autre doigt. C'est la seule main que j'ai vue en l'air. Monsieur Wango Aimé Ouedraogo. Bon, excusez-moi. Je ne sais pas si c'est une dame ou c'est un monsieur. Donc, si vous permettez, nous allons directement donner la parole à monsieur ou madame Ouedraogo pour la question ou le complément. Merci. Vous avez la parole, madame ou monsieur Ouedraogo. Non, c'est monsieur. Parfait. Merci. Bonsoir à tous et bonsoir à tout le monde. Voilà. Donc, merci également aussi pour cette séance de formation. En tout cas, c'est des séances de formation qui nous permettent quand même d'avoir un peu des connaissances un peu poussées en la matière. Voilà. Donc, par contre, moi, j'ai quelques inquiétudes également aussi. Parce que, bon, c'est vrai qu'à mon niveau, le projet est énorme, mais j'ai quelques inquiétudes d'abord en attendant qu'on le poursuive.
Voilà, la première, c'est surtout ce que vous avez. Bon, moi, j'aimerais avoir quelles peuvent être, par exemple, les attributions de contrôle interne et les attributions de l'auditeur interne de manière pratique. Voilà, donc peut-être selon les expériences des uns et des autres, voilà, vous pouvez quand même de manière pratique donner peut-être les attributions, puisque c'est pas ce qui est écrit sur papier aussi, généralement, que ce qui est pratiqué sur le terrain. Voilà, ça c'est la première inquiétude. Euh, bon, des éléments de réponse que je peux quand même en avoir, quoi. Deuxièmement, euh, il y a également aussi les logiciels dont vous avez parlé. Bon, je ne sais pas si, par exemple, le logiciel garantit véritablement la fiabilité, voilà, en la matière. Voilà. Donc, c'est les deux. En attendant que peut-être s'il y a des éléments à compléter, je pourrais quand même poursuivre. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. Donc, Monsieur Bayala, si vous permettez, nous allons directement vous donner la parole parce que je ne vois pas une autre main en l'air pour que vous apportiez une réponse aux deux questions qui ont été posées par Monsieur Ouedraogo. Merci, Monsieur Bayala, vous avez la parole. Excusez, je voudrais également aussi demander, est-ce qu'il peut également aussi partager la communication? Je ne sais pas si c'est possible aussi. Si vous êtes dans le groupe Futur Allié, la communication va y être partagée avec des capsules vidéo. Ok, Si vous n'y êtes pas, vous pouvez demander à y être et tous les éléments liés à ce webinaire et au prochain webinaire y seront. ok, voilà, on m'a intégré dans le groupe. Ah. Parfait. Ok. Merci bien, monsieur Ouedraogo, est ça? C'est exact, Monsieur Ouedraogo. Merci bien. Et je vais essayer d'abord de répondre à votre question. Bien avant que je ne réponde à votre question, vous êtes dans quel secteur d'activité, s'il vous plaît? Là, je pourrais mieux vous répondre. Moi, je suis un contrôleur interne dans une microfinance. Une année de microfinance. Ok, très bien. Et il faut le dire, en réalité, la notion de contrôle interne, comme je le disais tantôt, quand vous regardez euh, l'instruction 017, notamment son article 2, il essaie de décrire à la fois une fonction et un dispositif. Et en même temps, un outil, c'est vraiment, excusez pour le terme, un ensemble de choses qui se trouvent à l'intérieur. Et du coup, vous allez voir dans la même instruction qui est l'instruction de base en matière de contrôle et aussi de gestion des risques en matière au niveau des microfinances, le mot audit ne ressort même pas dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de l'analyser. Normalement, on va aller selon les normes. L'audit et le contrôle, c'est un dispositif. L'audit, c'est un système. Mais le mot le plus approprié, c'est un dispositif. Pourquoi c'est un dispositif? C'est un ensemble d'éléments mis en place non, pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Et du coup, si on voit le contrôle interne comme étant une fonction, là, il faut que ces attributions soient clairement définies. Mais quand vous regardez dans la même instruction, c'est clairement défini aussi. Et les attributions sont définies. Mais quand vous lisez ces attributions, vous voyez qu'on fait allusion à la fonction audit interne, en quelque sorte. C'est ça la particularité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la différence entre les deux? Dans une institution, m'excusez encore pour le terme, là où il y a les deux qui cohabitent, parce que ça existe dans beaucoup d'institutions, d'autres diront que l'audit interne, d'autres aussi non, en plus l'audit interne n'est pas le contrôle interne, certains diront contrôle permanent et l'audit interne. Quand c'est organisé ainsi, vous allez voir que c'est clairement connu parce que en ce moment, le contrôle se trouve à la deuxième ligne. Parce que quand vous regardez les rattachements en termes de contrôle, vous allez voir d'abord, il y a des opérationnels qui exécutent. Et je prends l'exemple de caissier qui fait ses opérations. Si le soir, le chef d'agence doit valider, doit pointer ses pièces avant d'archiver, vous voyez que le caissier, il est moins indépendant de ce qu'il fait. Il est concerné. Le chef d'agence est moins indépendant parce que lui, il a un œil extérieur avec ses contrôles hiérarchiques. Je dis des choses qui n'ont pas de sens. Imaginons que le contrôleur permanent, c'est-à-dire donc, qui est au niveau de deuxième ligne, qui fait des contrôles de vérification, des détections. Normalement, hein, c'est orienté vers la détection de la plupart des institutions. Mais tout dépend des attributions. Lui, il vient pour venir s'assurer qu'on respecte les procédures opérationnelles, et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas eu des anomalies? Est-ce que. Lui, il est encore plus indépendant que le chef d'agence.
Si l'auditeur vient, qui est encore rattaché, d'où le rattachement, parce que votre instruction le dit clairement, hein, l'auditeur doit être rattaché fonctionnellement au comité d'audit ou au comité de surveillance pour les structures coopératives et mutualistes. OK. Donc, il est encore plus à l'aise dans ses vérifications. Au fur et à mesure qu'on avance, le CAC est plus encore indépendant que l'auditeur, même si le CAC, c'est pas, le dispositif n'est pas complètement interne. Le régulateur qui vient encore plus indépendant et ainsi de suite. Maintenant, à votre niveau, il faut savoir ceci. Si on dit contrôle interne, c'est un dispositif. Si on dit audit interne, là maintenant, on peut parler de fonctions. Mais si vous avez le contrôle interne et vous avez l'audit interne, là maintenant, je comprends que l'idée est que le contrôle interne puisse être au niveau de la deuxième ligne. En général, ça remplit les conditions, ce n'est pas une fonction en tant que telle que je peux appeler ainsi, de contrôle permanent. Là où son activité est orientée vers les risques opérationnels. Le modèle le plus palpant, c'est le modèle des banques. Vous allez voir des contrôleurs qui font des vérifications focus sur les risques opérationnels avec pour objectif de détecter et corriger. Ils ne font pas des procédures très lourdes à la matière, il n'y a pas de grosses, il n'y a pas il y a pas de gros rapports trop documentés. Non, ils font une détection, ils font une fiche, on corrige et ainsi de suite. C'est tellement direct. L'idée, c'est d'améliorer les processus. Maintenant, quand il y a une récurrence, maintenant, ces environnements remontent pour l'audit interne ou une analyse plus poussée. Mais si chez vous, Monsieur Ouedraogo, vous n'avez pas une fonction audit interne, vous m'entendez? Si vous n'avez pas une fonction audit interne, c'est que vous êtes allé dans l'esprit de l'instruction 017, c'est-à-dire votre fonction contrôle interne est assimilée à la fonction audit interne. Je ne sais pas si j'ai pu apporter des éléments. Monsieur Ouedraogo, je vais passer à la deuxième question. Oui, 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 c'est bon. Je comprends. Merci. La notion de logiciel, bon, là, tout le monde le sait. Mais il faut aussi des tests préalables. Il y a de ces choses où on peut tester sur le logiciel. Il y a des logiciels qui sont assez fiables. Il y a des logiciels aussi qui laissent à désirer. Vous savez très bien, en microfinance, vous en avez beaucoup. Des logiciels pour le cœur du métier que ben, vous êtes convaincu que était vomi, mais excusez pour le terme, vos rapports sur le par, quand vous me regardez, vous savez que c'est faux. Ça, on n'a pas besoin de faire une analyse plus poussée. Vous voyez, donc il y a ces logiciels, malheureusement, qui ne sont pas aussi au top. C'est pourquoi je parlais, donc c'est un des facteurs aussi non, de la montée des risques opérationnels, notamment dans le secteur des microfinances, parce que beaucoup n'ont pas de logiciels aussi solides. Et deuxièmement, aussi, les propriétaires de ces logiciels aussi, m'excusez, je n'ai rien contre eux, je ne sais pas pour gâter leur affaires, mais ne sont pas aussi structurés jusqu'à arriver à un certain niveau. Donc, du coup, s'il y a un petit incident, les collaborateurs démissionnent comme ils veulent. Si lui-même il a un problème de santé, parce que l'entreprise évolue au rythme de sa vie, et ainsi de suite, et tant d'autres. Et tous ces éléments aussi, non, vous impactent malheureusement. Même si on sait que si vous devez avoir un très bon logiciel adapté aussi, le coût est énorme. Donc, je m'aligne à votre point de vue. La fiabilité des informations inhérentes au système d'information devrait être une garantie, mais ce n'est pas toujours le cas. Monsieur Ouedraogo, je ne sais pas si j'ai pu vous répondre. Ok, oui, c'est bien, c'est bien. Bon, c'est vrai que la communication, c'est pas orienté vers un thème aussi que, voilà, que moi j'aimerais, mais en tout cas, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Voilà. Sur le côté risque opérationnel, également aussi votre réponse par rapport à l'audit interne et puis le contrôle interne. Voilà. Donc, je pense que on va les retrouver quand même les éléments de réponse à ma question. Merci. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Merci, M. Bayala, pour les différents éléments d'éclaircissement qui ont été fournis. Comme on l'a dit, une formation de ce genre-là ne peut pas toucher et prendre en compte toutes les préoccupations, mais ça jette les bases de la discussion et du partage d'expériences. Et c'est dans cet esprit-là que s'inscrivent ces webinaires. Juste un petit complément à ce que M. Bayala a dit. Lorsqu'on parle de contrôle interne, on a affaire, bien entendu, à un dispositif qui est mis en place et surveillé par la gouvernance et puis le management d'entreprise
et qui vise principalement 5 objectifs que sont les aspects relatifs à la sauvegarde du patrimoine, les aspects relatifs à la fiabilité de l'information comptable et financière, les aspects relatifs au respect des lois et des règlements, les aspects relatifs au respect des directives de la hiérarchie, les aspects relatifs à l'évaluation et à l'atteinte des objectifs de performance. Donc là, c'est un dispositif, pendant que lorsqu'on regarde l'audit interne, nous avons affaire à une fonction qui est inscrite en lien avec le cause 1 dans la troisième composante. Donc les activités d'évaluation, donc les activités, donc l'évaluation, du moins les actes de contrôle. Donc à la base, lorsqu'on regarde au niveau du cause 1, les différentes composantes du contrôle interne, la première composante, c'est l'environnement. Donc il faut qu'on ait un environnement interne qui est déjà favorable à la maîtrise des risques. Et la deuxième composante, c'est l'évaluation des risques. Et la troisième composante, ce sont les activités de contrôle. Donc, au niveau des activités de contrôle, qu'on espère qu'elles doivent être diversifiées, donc de nature diverse, complémentaires, de sorte à ce qu'on ait des activités, qu'il s'agisse des activités manuelles, des activités automatisées, qui permettent de solidifier le dispositif de contrôle interne. On peut y retrouver ou y loger tout ce qui est inscrit dans le registre de l'audit interne, de mon point de vue. Ce qui fait qu'on peut se dire que l'audit interne est inféodé dans le contrôle interne, qui est bien entendu, l'audit interne, la fonction et le contrôle interne, le dispositif qui englobe tous ces différents aspects-là de mon point de vue en m'appuyant sur le cause 1. Donc, c'est l'élément complémentaire que je voudrais faire. L'autre dimension en lien avec la question du logiciel, il faut se dire ici que nous avons affaire à un domaine pour lequel la quantification est très difficile. On s'éloigne trop ou un peu plus des éléments purement objectifs, des éléments qu'on peut standardiser au point où il y a une part de subjectivité qui s'amène lorsqu'il s'agit de faire non seulement de la cartographie, et en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer, donc de scorer en termes de probabilité, en termes d'impact. Ce qui fait que la dimension qui permet de renforcer l'efficacité des logiciels serait les questions allant dans le sens des remontées des incidents. Donc, si nous n'avons pas d'application qui se nourrit des expériences des uns et des autres, si nous n'avons pas d'application qui intègre des volets intelligence artificielle qui permet de capter dans des questions de texte, dans des questions de comportement, dans des questions de voix, dans l'environnement, dans sa globalité, il y a un certain nombre de signaux qui sont corrélés à l'évaluation ou même au risque identifié, à leur évaluation, à leur hiérarchisation. On se retrouve à avoir quelque chose qui est très, je vais dire quoi, qui n'est pas très dynamique. Et dans son manque de dynamisme-là, il y aurait potentiellement beaucoup de choses pour lesquelles nous pourrions passer à côté. Donc, c'est le petit complément que je voudrais faire. Et je pense que Madame Augustine Nana demande la parole. Sous le contrôle de M. Bayala, nous lui donnons la parole pour sa question. Merci. Madame Nana Augustine. Après, il y a M. Bagré Rasmané qui pourrait prendre la parole. Monsieur Bagré, vous pouvez prendre la parole parce que Madame Nana Augustine n'est pas encore prête. Bonsoir à tous. Merci au cabinet Fidali pour l'initiative et merci à M. Bayala pour la présentation. Moi, j'ai trois inquiétudes, soit disant trois requêtes que je voudrais à travers ce canal-là demander. La première, c'est je voudrais savoir les principales sources de risques opérationnels que M. Bayala observe dans les institutions financières aujourd'hui et quelques exemples récents qui illustrent ces risques-là. La deuxième, c'est au niveau, j'aimerais savoir les tendances émergentes dans le domaine donc, des risques opérationnels que les institutions doivent surveiller pour l'avenir. Et pour finir, j'aimerais demander un cas, je ne sais pas, s'il y a un cas peut-être d'étude où une institution financière a réussi à maîtriser ses risques opérationnels de manière efficace et quels sont donc les enseignements qui en ont été tirés. Merci bien. Avec l'accord du modérateur, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. Allez-y, M. Bayala. Merci bien, merci. Et je m'excuse auprès de M. Ouedraogo, j'avais mal compris sa question sur le logiciel. Je pensais que c'était sur le cœur de métier.
mais je voyais que c'était sur les risques. Et pour M. Bagré, merci bien. Je dirais que les sources des risques opérationnels aujourd'hui, comme je le disais tantôt, il y a aujourd'hui une forte influence externe qui joue. Je disais tantôt aussi donc, que les risques opérationnels là, sont plus ou moins, les risques d'abord ont plus origine interne ou externe. Aujourd'hui, quand vous regardez l'environnement de Burkina Faso, vous voyez de plus en plus que les institutions sont exposées. Pour vous qui êtes dans le domaine des microfinances, parce que votre question c'est spécifique microfinance, quand vous regardez, moi je me suis amusé en analysant les données des microfinances depuis 2018 et jusqu'à nos jours. Vous voyez que le simple pas, le portefeuille à risque de ces institutions, nous avons atteint un taux record. Pendant longtemps, nous n'arrivons pas même à atteindre le taux de la moyenne du secteur. Aujourd'hui, le Burkina Faso a atteint la moyenne du secteur à l'arrêté au 31 décembre 2023, avec plus de 6,8, si je ne me trompe pas. Il y a aussi la moyenne, comme les normes qui est de 5% aujourd'hui. Quand vous regardez, malheureusement, Burkina Faso est carrément au-dessus de cette moyenne. Et c'est dû essentiellement à quoi? Certes, je disais que les risques sont contagieux. Un risque lié à la sécurité, je prends un exemple, lié à la sécurité, peut se transformer en un risque de liquidité. Mais le risque lié à la sécurité, c'est quoi? C'est un risque opérationnel. Mais le risque de liquidité n'est pas un risque opérationnel, mais ça peut se transformer en un risque de liquidité. Et un risque de liquidité peut avoir des répercussions si on prend la définition des risques opérationnels au point de vue de Churchill, dans le domaine des microfinances, peut se transformer en un risque de portefeuille. Et pourquoi? Si vous n'arrivez pas à financer, automatiquement, l'encours ne peut pas continuer à évoluer. Et du coup, le portefeuille à risque va avoir la tendance à être plus élevé, comme c'est juste le rapport entre A et A sur B, et du coup, faut forcer. Et si aussi vous avez des problèmes pour recouvrer, et du coup aussi, vous allez avoir un problème pour avoir de la liquidité, parce que l'argent reçu de la part des clients vous permet encore de payer d'autres clients, c'est de financer d'autres portefeuilles, et ainsi de suite. Et aussi, non, c'est un gage aussi de payer vos engagements auprès de vos bailleurs de fonds, c'est-à-dire auprès des banques, auprès des institutions extérieures, et tout ce qui va avec. Malheureusement, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, il y a ce risque aujourd'hui qui est en train de monter. Sécurité et économique. Pourquoi économique? Parce que la plupart de ces institutions ne sont pas aussi, enfin, des entreprises là ne sont pas aussi solides. Ils sont dans un secteur à haut risque en général. Ceux dont vous financez en général. Le monsieur il se débrouille, il prend sa marchandise, il part à un endroit X à aller vendre, un endroit Y à aller vendre. Et deuxièmement, vous êtes avec une communauté assez vulnérable. Vous le savez. Et troisièmement, vous financez sans garantie réellement. Vous financez sur la base de la confiance. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Regardez aujourd'hui les DPI, les déplacés internes. D'abord, les déplacés internes sont des clients, premièrement, et deuxièmement aussi, quand des clients de quoi? Les clients de vos clients, permettez-moi pour la tautologie, et aussi, ils sont aussi vous-même vos clients aussi. Et du coup, vous voyez, du coup, c'est encore une source de nous monter des risques opérationnels en microfinance. Deuxièmement, il y a ce mimétisme qui est en train de monter en puissance là, savoir la digitalisation que tout le monde essaie de faire. Et je vois que les microfinances sont dans la danse. C'est une très bonne formule, mais il faut maîtriser ça. Malheureusement, beaucoup d'institutions ratent ça. Même quand vous prenez tout simplement la digitalisation et aussi même le changement de CPS, regardez autour de vous. La plupart des institutions de microfinance qui ont essayé de changer leur CPS, je dirais une sur trois a eu des difficultés. Mais le coût d'abord financier associé n'est pas du jeu. Deuxièmement aussi, la perte des données sous-jacentes aussi s'est révélé être un cas historique. Vous voyez? Mais pourquoi ils sont rentrés dans là? Parce que le système existant ne peut plus supporter les exigences réglementaires. Et troisièmement, il y a les exigences réglementaires qui sont devenues encore plus corsées. Vous voyez, aujourd'hui, le régulateur fait le tour dans les microfinances, hein. C'est tellement récurrent maintenant par rapport à avant. Et la plupart de ces microfinances ne sont pas en vert en termes des risques liés à la conformité, notamment la lutte contre le blanchiment des capitaux. Et qui vient d'où encore? De ce même problème de la situation sécuritaire aujourd'hui, qui a fait que notre zone est classée, une zone à risque élevé. Oui. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments, malheureusement, contaminent ces institutions-là qui ne sont rien d'autre que
les microfinances qui sont plus vulnérables que les banques parce qu'ils n'ont pas des dispositifs assez solides. Parce que pour mettre en place un dispositif assez solide, il y a un coût derrière. Donc, je dirais que c'est entre autres ces éléments influent. Et sans oublier aussi les ressources humaines. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas des hommes bien formés. Malheureusement, certes, pour avoir des ressources humaines à un certain niveau de qualification bien formées, tant d'autres, vous savez comment ça se passe. Même les banques me viennent piocher chez vous. Quand, monsieur, on sent qu'il y a une bonne ressource, voilà, les nouvelles microfinances qui sont là, les mésos, je n'ai rien contre elles, hein. Mais ils viennent piocher chez vous. De façon générale, c'est comme ça. Quand vous avez des ressources encore qui sortent de l'eau, très visibles, c'est comme ça. Le collaborateur aussi, ce n'est pas de sa faute. Donc, du coup, il y a une concurrence qui n'existait pas avant, d'abord en termes de ressources humaines qui existent aujourd'hui. Le débauchage. Et pourtant, c'est quand vous débauchez un agent de crédit en microfinance, il y a un gros problème pour gérer son portefeuille. Parce qu'il y a une relation forte, en général, entre l'agent de crédit et le client. C'est ça le gros problème. Quand ce dernier part, le portefeuille se trouve dans une période de flottement. Tout ceci entraîne, la concurrence aujourd'hui, je ne dirais pas mal faite, mais la concurrence qui est en train de monter encore dans ce secteur, malheureusement aussi non, justifie un tant soit peu aussi non, cette montée de risques opérationnels dans ce secteur. Vous me demandez la tendance aujourd'hui, non, des risques émergents, c'est la technologie. Cybercriminalité, je vais faire allusion. Aujourd'hui, quand vous regardez, si vous ouvrez une simple page Facebook, il y en a qui ouvrent les pages Facebook informelles, excusez, moins professionnelles, ils sont capables de prendre votre même page là, aller arnaquer vos clients. Pourquoi? Parce que vos clients sont en général des clients du secteur informel. Ça, d'abord, c'est une première forme. Ça fait baisser la confiance même de vos clients vis-à-vis de vous. Si vous créez vos plateformes, vous savez de quoi je parle. Combien d'institutions de microfinance ont créé des plateformes n'ont pas eu de problème? Si vous créez même les paiements mobiles simples là, qui sont moins risqués, entre griffes, vous êtes victime aussi de ça. Et sans oublier même vos managers là, le phishing, ils le fait avec ça. Et créer un profil avec le nom de M. Bagré, de OK, je suis le DG de la microfinance X, vous pouvez passer par moi pour avoir des financements et tant d'autres. Malheureusement, au regard du profil de vos clients, on va les faire des choses que vous pouvez imaginer. Et ça, vous allez me dire, non, ce n'est pas direct. Mais après, il y a des répercussions sur vous, de façon indirecte. Ça crée même de la méfiance même à vos produits, ça crée de la méfiance même à vos outils conçus. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est l'un des risques aussi opérationnels à surveiller de près, à savoir cybercriminalité. Sans oublier même, aujourd'hui, la plupart de vos logiciels sont en train d'aller en mode Internet. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire la possibilité d'être attaqué. C'est ça aussi l'un des risques aussi. Donc, de façon ramassée, voici ce que je peux dire par rapport à la montée de plus en plus en puissance de ces risques. Cette catégorie de risques appelée risques opérationnels. Mais M. Bagré, je vous dirais que ne vous cassez pas trop la tête en faisant du mimétisme en termes de mécanismes de gestion. Connaissez, cherchez à connaître mieux votre structure, vous concevez vos outils en fonction de votre structure et je vous assure, vous allez pouvoir non, ramener le niveau des risques de façon globale à un niveau satisfaisant. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question, M. Bagré. Il reste une troisième question, sauf erreur de ma part, en lien avec est-ce qu'il y a des études existantes au niveau des institutions financières euh, qui permettent d'avoir une vue sur les risques opérationnels et les différentes mesures qui permettent de les maîtriser, sauf erreur de ma part. Ah, ok. Monsieur Bagré, sachez que moi, je suis en train de mener une étude actuellement sur les risques opérationnels en microfinance spécifiquement. Donc, cette étude aussi a pour objectif de voir quel peut être l'apport de l'audit interne pour la réduction de ces risques-là. Et les études spécifiques sur la microfinance, au Burkina, je n'ai pas connaissance détaillée, mais dans les autres pays comme le Cameroun et tant d'autres, il y en a. Mais aussi, c'est vrai, il avait posé une question aussi. Est-ce qu'il y a des modèles de gestion des microfinances réussis au Burkina? Il y a des institutions qui maîtrisent plus ou moins mieux les risques opérationnels. Je me sens un peu gêné de citer les noms, mais je sais que les dispositifs ne sont pas les mêmes. Quand vous prenez une structure comme ACEP, vous savez que c'est un bon dispositif par rapport à d'autres. C'est la question des moyens aussi. Quand vous prenez une structure comme Baobab, ils sont plus à l'aise en termes de dispositifs par rapport à d'autres. M'excusez, ce n'est pas pour faire une publicité sur qui que ce soit. Il y a des structures comme ça, là où j'ai un peu une vue sur leur dispositif, pas une connaissance approfondie, mais on se rend compte qu'ils sont plus ou moins organisés à la matière que d'autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais de façon concrète,
les mécanismes mis en place formels par telle structure, je me sens un peu gêné de rentrer dans les détails pour une structure, même si je connais pour certaines structures, je peux même donner plus de détails, ça ne sera pas trop joli lors de ce webinaire. Vous savez très bien, votre secteur, vous êtes tellement dans la confidentialité que, bon, même ce qui n'est pas confidentiel devient confidentiel, Monsieur Bagri. Merci beaucoup pour ces différents éclaircissements, Monsieur Bayala. La question que Madame Nana voulait poser était relative au risque résiduel. Elle voudrait savoir comment on peut maîtriser le risque résiduel du moment où on n'a pas, du moins, du fait que ces risques-là échappent normalement à tout contrôle. Donc, comment on peut maîtriser les risques résiduels au moment où ces derniers échappent normalement à tout contrôle? Donc, ça, c'est la question qu'elle a posée. Monsieur Baïla, vous avez bien compris la question? Euh, c'est le mot échapper à tout contrôle là que je n'ai pas bien compris. En fait, c'est Madame, hein, c'est ça? Mais c'est Monsieur C'est Nana. exact, Madame Nana. OK. Madame Nana, ce que je peux dire sur ça, c'est que l'appétence, c'est là où on a le risque résiduel peut être en adéquation automatique avec notre appétence. Ça arrive. Je prends un exemple. Si dans votre institution, ah, avoir un part, c'est pas c'est une microfinance, hein, un portefeuille à risque, non, à 4% vous convient. Vous voyez, si vous faites votre évaluation aujourd'hui, vous êtes à 4%, ce que vous allez faire, c'est de pouvoir maintenir ça. Et non pas vouloir coûte que coûte le ramener peut-être à 1%, parce qu'en le ramenant à 1%, ça vous engendrer un coût supplémentaire. L'activité de contrôle à mettre en place peut être un coût supplémentaire. Vous pouvez décider, OK, comme c'est à 4% et 4% rentre dans notre appétence, c'est-à-dire non, les limites définies par l'institution, c'est que si on a un pas de 4%, c'est suffisant pour nous. Vous allez tout faire pour maintenir les actions de gestion des risques de telle sorte que vous puissiez rester dans dans les 4 là et non pas monter. C'est ça votre risque résiduel. Mais si vous avez fini, vous êtes à 4% et que l'appétence de l'institution dit, OK, vous ne devez pas être supérieur ou égal à 2%, là maintenant, le risque résiduel est plus élevé par rapport à votre appétence. Vous allez mettre en place des contrôles supplémentaires, des actions, je ne sais pas, ça peut être des recouvrements. J'ai dit tantôt, il faut connaître la cause première. Je prends un exemple. Si chez vous, vous vous rendez compte que c'est le financement du secteur du transport qui est très élevé et qui est plus risqué, vous pouvez décider, ah, désormais, on va réduire notre financement au secteur du transport. Le transport ne va plus atteindre 1% de notre portefeuille global. Et à ce jour, nous sommes à 15%. Et dans les 15%, plus de 80% est à toujours au moins un MPI. Vous voyez, c'est un mécanisme pour réduire ce risque-là. Ainsi de suite, si vous connaissez bien la cause. Et toutes ces actions doivent vous permettre non, d'amener votre parquet de 4 à 2. C'est ça que vous visez. C'est ça que j'appelais dès le départ les indicateurs. Parce que vous pensez que 4 est trop pour vous. Il faut que le risque vienne à 2%. Donc, vous allez augmenter. Ça, c'était un risque résiduel qui était là, qui était de 4, mais ce risque résiduel n'est pas en conformité avec votre situation actuelle. Vous allez travailler sur le risque pour que ça soit 2. D'autres me font de l'externalisation. Vous pouvez décider, OK, au regard du risque qui reste, on va recruter un cabinet externe à qui on va vendre ces créances-là. Vous pouvez vendre vos créances à un coût inférieur, et ainsi de suite. Vous passez à autre chose. Il y a plusieurs mécanismes possibles. Donc, le risque résiduel n'est pas une situation forcément de satisfaction. C'est le risque zéro qui n'existe pas, ça c'est une évidence. Mais le risque résiduel peut être dès le départ dans une situation de confort. Là, vous ne forcez plus quoi que ce soit pour le réduire encore parce que son niveau actuel vous convient. Soit il est plus élevé, vous travaillez dessus avec des mécanismes pour le réduire. Madame Nana, vous êtes convenue avec moi que un risque pour le réduire, il y a un coût. Même chez vous, si vous décidez peut-être de réduire le risque, il faut donner plus de crédit aux collaborateurs, il faut payer plus de carburant, il faut doter les collaborateurs des moyens de déplacement, je ne sais pas, mais il faut recruter plus des agents de recouvrement, il faut faire d'autres choses, je ne sais pas. Tout ceci engendre des coûts, évidemment. Donc, c'est à vous d'analyser, voir est-ce que les 4% vous convient déjà? Oui, ça rend notre appétence. On n'a plus besoin là, de créer des charges supplémentaires pour réduire ce risque. C'est ça qu'on appelle le risque résiduel. C'est un exemple quoi, pour expliquer le risque résiduel et comment on le gère. Je ne sais pas si j'ai pu répondre aux préoccupations de Madame Nana. J'espère, je connais une Madame Nana, j'espère que c'est la même.
Madame Nana, vous êtes, vous êtes satisfaite de la réponse ou il y a un aspect pour lequel vous souhaiteriez que M. Bayala revienne? Et l'autre dimension, c'est de savoir si c'est la Madame Nana que M. Bayala connaît. Elle disait en fait qu'elle avait un problème de, je pense, micro ou pour lever la main. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a dû écrire sa question. Donc, merci beaucoup, M. Bayala, parce que cette question de risque résiduel est une question fondamentale en matière de cartographie des risques. D'ailleurs, même en cartographie, parce qu'on doit avoir une vue sur le risque résiduel. De mon point de vue, le gros du travail, là, c'est d'avoir une vue sur le risque résiduel. Parce que le risque existe. Si nous prenons le tremblement de terre, c'est un risque qui existe chez nous. Mais à la base, déjà, quand on l'évalue, il sera à quel niveau? Peut-être à une proportion qui est très marginale. L'autre dimension, le risque d'intrusion, il existe quasiment dans tous les systèmes. Si nous avons un risque d'intrusion, à partir de ce risque d'intrusion-là, nous avons un certain nombre de dispositifs de contrôle interne que nous avons mis en place, qui peuvent être des dispositifs physiques ou des dispositifs électroniques, automatisés ou manuels. Quand on regarde du fait de ces dispositifs que nous avons mis en place et que nous aurions évalués, qu'est-ce qui nous reste, ou en tout cas, quel est le niveau du risque inhérent? Parce que nous avons évalué le risque inhérent en lien avec deux dimensions majeures que M. Bayala a rappelées lors de la définition, c'est l'occurrence et l'impact. Donc, en lien avec l'occurrence et l'impact, on a déjà le niveau de risque inhérent. On a identifié les mesures de contrôle interne existantes pour lesquelles on pourrait les apprécier sous deux angles. Sous l'angle, premièrement, de la dimension préventive et sous l'angle de la dimension protection. Donc, si on les évalue sous ces deux angles-là, ça nous permet d'avoir le niveau de risque résiduel. Parce que la prévention permet d'atténuer l'occurrence ou la probabilité et la protection permet de réduire le risque, de réduire l'impact lié au risque. Donc, dès lors qu'on a ces deux aspects-là, on peut calculer, on peut scorer un risque résiduel. Maintenant qu'on a scoré le risque résiduel, on va se demander quelle est notre appétence pour le risque et est-ce que le risque résiduel, il est dans la proportion de notre appétence là. Si le risque résiduel est à un niveau qui est inférieur à notre seuil d'appétence, on peut estimer qu'il n'y a pas nécessité d'envisager une mesure de contrôle interne complémentaire. Par contre, si se trouve que le risque résiduel est supérieur à notre appétence, on va se dire forcément que nous devions envisager une mesure de contrôle interne complémentaire parce que si le risque survenait, sa capacité à compromettre l'atteinte de nos objectifs majeurs est significative. Et donc, ces mesures-là, on va les identifier. Et comme on le sait tous, dans matière de contrôle interne, aucune mesure de contrôle interne ne devrait être disproportionnée par rapport au risque qu'on veut circonscrire. Donc, si on a identifié les mesures, il y a plusieurs options de mesures. Chaque mesure va être évaluée par rapport au coût du risque pour éviter, bien entendu, de déplacer un chat pour aller abattre une souris. Donc, c'est un peu ce que je voudrais faire comme complément en lien avec la question du risque résiduel. Je ne sais pas s'il y a encore une question en l'air ou quelqu'un d'autre voudrait intervenir. Nous avons pris plus d'1h30, 1h45 de votre temps. Pour ne pas en abuser, c'est le premier webinaire. S'il n'y a pas d'autres interventions, on pourrait conclure et puis se donner rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Je ne vois pas de doigt en l'air. Monsieur Bayala, on va solliciter votre mot de la fin et puis après, nous allons conclure, si vous permettez. Votre dernier mot et après, je vais conclure. Merci. Merci bien, Esper. Ce que je peux dire, c'est que d'abord, merci aux participants. Ils étaient nombreux. Merci à Fidali pour la mobilisation. Et aussi, je dirais aux uns et aux autres aussi, ceux qui ont besoin de plus d'informations, ils peuvent toujours échanger avec Fidali dans le groupe là. Je suis dans le groupe. S'ils veulent me contacter en off, sinon on peut toujours échanger dans le groupe là pour mieux comprendre la problématique, mieux comprendre la question des risques opérationnels aujourd'hui qui sont en forte croissance, surtout pour les institutions de microfinance, là où le dispositif n'est pas totalement adapté. Il faut repenser ça et aussi les auditeurs et les contrôleurs qui sont ici présents, votre activité doit être orientée vers cette catégorie de risques-là pour permettre à vos institutions d'atteindre leurs objectifs. Donc, c'est ce que je voulais dire comme complément et comme mot de fin également. Merci bien. Merci beaucoup, M. Bayala. Donc, une fois de plus, merci à l'ensemble des participants. Vous avez consacré
près de 2 heures de votre temps pour que nous puissions échanger. Nous avons été très honorés et très heureux. Comme on l'a dit, nous sommes un futur allié et à la base, nous considérons chaque acteur comme étant un allié, directement ou indirectement, et nous souhaiterions construire avec chacun de vous, avec chacun de vos proches au plan professionnel, bien entendu, un cadre dans lequel chacun de nous pourrait s'enrichir et contribuer à ce que les autres puissent s'enrichir. Ces webinaires, comme vous l'avez remarqué, c'est des acteurs volontaires qui interviennent et il est important de leur traduire notre reconnaissance à tous pour avoir consacré du temps pour faire ce sacerdoce-là, parce qu'ils ont donné de leur temps, ils ont donné de leur énergie, ils ont donné de leur intelligence dans des contextes où ils auraient bien entendu pu réclamer quelque chose de pécunier, mais c'est vraiment des gens qui sont très engagés et que nous tenons à saluer. Nous tenons une fois de plus à rappeler, comme vous le savez tous, que nous sommes Alliance Fiduciaire, une société d'expertise comptable inscrite à l'ordre et que tout le monde connaît la profession des experts comptables et que c'est dans ce registre-là que nous nous inscrivons et que globalement, tout ce qui est relatif à la cartographie des risques, globalement le management des risques, la gouvernance, le contrôle interne, sur tous ces aspects-là, sur toutes les problématiques y afférentes, n'hésitez pas à nous faire appel, à faire appel à nos experts associés comme M. Bayala, que ce soit en off ou directement. Si vous avez des requêtes, n'hésitez pas, nous pourrions bien entendu en parler pour déjà vous appuyer pour répondre à des questions ponctuelles, mais aussi pour mettre en place des dispositifs internes, évaluer la maturité de vos dispositifs internes, vous aider à faire la mise à jour de ces dispositifs-là, qu'il s'agisse de vos départements audit interne, contrôle permanent, qu'il s'agisse de vos outils de carto, qu'il s'agisse d'autres outils que vous souhaiteriez bien entendu que nous examinions avec vous, nous pourrions le faire et s'il est nécessaire que nous travaillions à faire la mise à niveau, la mise à jour ou même carrément l'élaboration, ce serait avec plaisir que nous le ferions. L'autre dimension, c'est que nous organisons aussi des formations qui sont payantes. Ces formations, c'est sur plusieurs thèmes, bien entendu en fonction des besoins exprimés sur le marché. Et l'une des prochaines formations aura lieu en septembre et celle-là concerne une partie de ce que nous venons de discuter ce soir, donc la gouvernance, le contrôle interne, la cartographie, le management des risques, ainsi que la planification et la conduite des missions d'audit interne. Et là, nous souhaiterions toucher du doigt toute la réalité transversale de la question de la gouvernance, du management des risques, du contrôle interne et de l'audit interne. Donc, c'est un peu ça la visée. Et la formation aura lieu à Bobo en septembre, donc en fin septembre, du 23 au 27 septembre. Et elle sera animée par M. Bayala, qui vient d'animer ce webinaire-là, et moi-même, étant tous des acteurs qui évoluons dans ce domaine. Plus loin, pour finir, vous êtes tous des experts dans vos domaines respectifs. Nous serions honorés de partager avec vous vos différentes expériences. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des propositions de thèmes à nous soumettre, si vous avez de la disponibilité pour nous accompagner, pour animer les thématiques, nous serions très ravis et très honorés. Inscrivez-vous déjà dans le groupe WhatsApp Futur Allié. Et après ça, si vous avez des suggestions, vous pouvez les y faire. Il y a un mail que nous allons laisser dans le groupe. Si vous avez d'autres propositions à nous faire aussi, n'hésitez pas. Nous pourrons les recevoir à cette adresse mail-là pour ne pas surcharger le groupe et nous pourrions bien entendu les traiter. Donc, une fois de plus, merci à vous. Le prochain thème de la semaine prochaine est relatif à la résilience fiscale des PME dans le contexte de la crise. Il est évident que la pression fiscale est infernale sur tout un chacun de nous. Nous sommes dans des entités qui se cherchent et il est important que nous puissions nous donner des idées en termes de stratégie pour anticiper le risque fiscal qui est aussi un risque très critique pour des entités dans un contexte si particulier qu'est la crise, contexte marqué par des forts besoins en termes de mobilisation des ressources de la part du gouvernement qui va se répercuter forcément sur nos interactions avec l'administration fiscale et il faut que nous puissions avoir les bonnes attitudes, les bons états d'esprit, les bons outils, les bonnes approches pour pouvoir éviter que la conséquence du risque résiduel soit la fermeture de notre initiative et donc notre entreprise. Donc là, c'est le prochain thème du webinaire de la semaine prochaine. Dans le mois d'août, il y aura un café des alliés à Bravia et à l'occasion, nous pourrions bien entendu vous en tenir informés. Et comme le groupe est là, vous aurez toutes les informations y afférentes. Nous vous remercions une fois de plus. Bon retour chez vous et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et bénisse le Burkina Faso.